Bonsoir Bernard Ménez. Bonsoir Hélène Kibaro. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et je voulais te dire tout de suite une chose. Quand tu es venu la première fois chez moi pour le concert de la paix, pour enregistrer la chanson que tu voulais chanter, j'ai été, tu sais, très surprise parce que tu as une réputation de comédien qui joue beaucoup enfin, ce que les gens connaissent, c'est que tu es un comédien, un comique, quoi. Tu nous as fait rire, hurler de rire, etc. Hurler peut-être pas, mais oui. Si, souvent, bien souvent. D'accord. Et oui, il y avait De Funès et tout ça. Ah, De Funès, c'était un film, oui, L'Avare. Un film, ouais. Oui. Mais pas que. Bon, Non. enfin, moi, et je te vois interpréter cette chanson, et d'un seul coup, j'ai senti une émotion extraordinaire. Et j'ai dit, c'est un immense comédien. Non, Les mais gens- tu parles bien de la chanson de Boris la Vian. fameuse chanson de Boris Vian, Monsieur le Président, Oui, etc. oui. Et je suis venue te voir après jouer je ne sais pas quoi, où tu m'avais invité. Et là, j'ai Oui. vu, je me suis dit, mais c'est tout joué cet homme. Non, tu c'est pas vois. qu'on sait tout jouer, mais je pense que les comédiens, entre guillemets, catalogués comiques, Oui, comme Bourvil, comme Oui. d'autres, en général, on est aussi capable d'aller dans l'émotion. En ce moment, je joue 2 pièces en alternance en province, oui. et il y en a une, le dernier quart d'heure est de l'émotion pure, c'est Les Montagnes Russes d'Eric Assous, et je finis au bord des larmes. C'est ça. Et, normalement, si tout se passe bien, le public aussi. Oui, mais ta chanson, alors là, moi j'étais vraiment médusée quand j'ai dit c'est C'est le extraordinaire. fameux Déserteur Ouais. de Boris Vian qui d'ailleurs a eu plusieurs Interprétations, versions, oui. et puis plusieurs versions au final. Mais l'original, c'est bien. Vous pouvez venir, messieurs les gendarmes. Bon, je suis un déserteur. Si ça ne vous va pas, vous pouvez me tirer dessus, vous pouvez me tuer. Et moi, j'ai fait l'armée, donc je sais de quoi je parle, sauf que je n'ai jamais fait la guerre. Et je n'ai jamais eu à tirer sur quelqu'un. Et ça m'aurait bien embêté d'être obligé de le faire. Ah oui. Ouais. Oui, là, c'est un choix. C'est-à-dire que je pense que les gens qui ont fait la guerre n'ont pas forcément eu le choix, C'est ça. mais il ne faut pas oublier que souvent, on leur donnait à boire pour qu'ils oublient le problème C'est ça. moral et qu'ils aillent Là, il y avait se tout ça faire tuer, dans ta chanson, il y avait ouais. toute cette émotion-là. Voilà. Et c'était faramineux. Et ensuite, on a fait ce magnifique concert Ouais. pour Je l'ONU, me rappelle à la mutualité, que les gens ne voulaient pas partir. Oui. Non, c'était une belle C'était belle magnifique. soirée. Et j'avais prévu, parce qu'on avait beaucoup de vedettes qui étaient là, et je me suis dit, s'ils ne peuvent pas venir, parce qu'ils ont un gala d'un seul coup qui leur tombe dessus, ils ne vont pas venir gratuitement dans mon truc. Et j'avais pris C'est le risque, c'est toujours le risque voilà. des problèmes des galas où on y va bénévolement. Ouais. On peut être bloqué par une obligation C'est ça. professionnelle qu'on essaye de ne pas avoir, mais bon. Ça peut tomber. Voilà. Et finalement, j'ai gardé tout le monde, donc C'est les formidable. connus, les moins connus. Et ça a été un spectacle. Voilà, Ouais. Et tu sais, on a continué tout au long Oui. des années, pas de la Oui. même manière, parce que souvent c'était sur écran. Ah Les oui, participations, des gens qui faisaient leurs témoignages de paix et tout. Mais d'accord. enfin bon, on n'est pas venu pour parler des concerts Que de de la ça. paix, on est venu pour parler de toi et de tes au moins 50 ans de carrière, je suppose. À peu près. C'est-à-dire, ma première pièce de théâtre, c'était en 67, je m'en souviendrai toujours. Ça s'appelait Petit Malcolm contre les eunuques. C'était avec José Maria Flotats dans le rôle principal. Et c'était totalement prémonitoire, puisque c'était la révolte des étudiants dans leur campus contre la bourgeoisie. Et il y a eu 1967, 68, ouais. et l'année suivante, il y suivante, avait 68. ouais. Excellent. Et mon premier film, en 69, avec Jacques Rosier, complètement inattendu aussi, parce qu'en 69, j'étais un peu découragé de ne pas gagner ma vie, enfin de ne pas jouer suffisamment au théâtre pour en vivre, ou en tout cas suffisamment pour en... Et du coup, j'avais décidé de partir au Canada pour refaire l'enseignement, parce que j'étais en même temps professeur de maths, physique, chimie, et faire du théâtre au Canada, ce qui était très demandeur à l'époque. Il y avait des espèces d'appels d'air pour les Français. Et quelques jours avant, enfin 2 semaines avant, on me fait rencontrer Jacques Rosier, que je vais voir pour ne rien regretter, en disant j'aurais vu tout ce qui est possible. Mais il m'a fait revenir 3 fois
en 2 semaines. Et la 3e fois, c'était la veille du départ. Et il m'a juré ses grands dieux qu'il voulait absolument que je fasse le rôle, le film. Je l'ai cru sur parole, j'ai rien signé, je ne suis pas parti. Waouh! C'était une très grosse Un gros choix, là. décision. Ouais, une grosse décision pour moi personnellement. Et le film Ça s'appelle Du côté d'Orouette. Ça a été un film qui est un film un peu de référence de la nouvelle vague, enfin surtout pour Truffaut, Pascal Thomas, Godard, etc. Et ce film m'a entraîné La Nuit américaine avec François Truffaut, qui était un admirateur de Jacques Rosier. Et ces 2 films-là m'ont entraîné sur les films de Pascal Thomas, où là j'en ai quand même fait 7. J'en ai fait plein, 7. Et les 3-4 premiers étaient vraiment des très beaux succès. Très beaux succès Donc du coup, je me suis retrouvé acteur de théâtre, mais acteur de cinéma, sans le chercher vraiment. Et puis après, j'ai un peu alterné au gré du vent. Oui, et tu aimes les deux, bien sûr. Ah oui. Tu n'as pas de préférence? Si, peut-être même, j'ai une petite préférence pour le théâtre quand même. Ah oui. J'aime beaucoup jouer, avec d'autres acteurs sur scène, 2, en direct avec un public qui reçoit les choses en direct. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais jouer à Croissy-Beaubourg, les montagnes russes, que j'ai joué tout l'été dernier à Paris. Et en janvier, février, mars, avril, je reprends Duo sur canapé avec des amis, Michel Guidoni, Caroline Munoz, etc. Et dans les 2 cas, d'ailleurs, j'assure la mise en scène. Donc, c'est super. Voilà, ça me donne de l'occupation. Et c'est une comédie aussi, Les Montagnes Russes. Alors, Les Montagnes Russes, c'est une comédie jusqu'à les 3/4 de la pièce, puisque c'est un homme d'un certain âge qui ramène chez lui une jeune femme beaucoup plus jeune qu'il a rencontrée et qui a accepté, c'est un miracle pour lui, qui a accepté de venir chez lui. Et puis elle le mène un petit peu en bourrique, c'est-à-dire qu'elle lui fait croire différents personnages, qu'elle est journaliste, qu'elle est même une prostituée, qu'elle est même ceci, qu'elle est cela. Et puis il ne comprend pas bien ce qui lui arrive. Et dans le dernier quart d'heure, on comprend qu'il y a des raisons beaucoup plus, beaucoup plus émouvantes, parce qu'il y a une parenté entre les deux qu'ils ne savaient pas. Et du coup, ça devient très, très émouvant. On finit tous les deux avec la larme à l'œil. Ah, c'est magnifique. Ouais, c'est très beau. Elle est passée sur Comédie Plus? Alors, c'est une pièce qui a été surtout jouée par Alain Delon il y a 15 ans avec Astrid Veillon, qui avait eu un assez beau succès. Et elle avait été reprise pour la télé par Bernard Tapie avec une très bonne comédienne. Je ne me rappelle plus de son nom, Ramon Cerda, je crois. Et Raymond Cerda. Mais qui n'avait jamais été reprise. Et comme je connaissais très bien Éric Assous, comme c'est moi qui l'ai amené au théâtre il y a 30 ans, il m'a laissé les droits. Et puis voilà. Et tu as fait la mise en scène aussi? J'en ai fait la mise en scène parce que je pense que c'était plus simple. Je connaissais tellement bien la pièce de l'intérieur. Je ne me voyais pas discutailler avec un autre metteur en scène sur la façon de le jouer. Tu sais, hier, il y avait Georges Belair qui était là et il a parlé de Pauvre France, une pièce de théâtre. J'ai vu que tu l'avais jouée toi aussi. Oui, c'est une des pièces que j'ai jouées le plus. Mais alors, lui, il a connu la version Jean Lefebvre. D'accord. Et il a joué évidemment beaucoup parce que ça a été un très gros succès. C'est même un triomphe de Jean Lefebvre, une des pièces qui a le plus marché. Mais Georges, je le connais parce qu'on a créé ensemble une pièce de Camoletti qui s'appelait Happy Birthday en 80, non, dans les années 70. Donc on se connaît bien, on a eu l'occasion de jouer ensemble. Moi, j'ai repris cette pièce-là, je crois d'ailleurs c'était après la mort de Jean Lefebvre, avec des très bons acteurs. Il y a eu même ma fille qui a joué avec moi. Et là, j'ai fait pendant 2 ans 3 théâtres parisiens, 3 tournées. Donc c'était aussi un très beau succès.
Et c'est quoi ta pièce préférée dont tu voudrais parler? Alors, un de mes plus grands souvenirs reste Le Roi des Contes. Le Roi des Contes de Wolinski. C'est un metteur en scène, Claude Confortès, qui avait réuni des dessins de Wolinski. Où on voyait souvent un gros et un petit maigre qui se parlaient entre eux. Et puis il y avait comment j'allais dire, un jeune dégingandé qui s'appelait Georges d'ailleurs, comme Wolinski, et sa nana délurée, un peu délurée et un peu la tête en l'air, quoi. Et à partir de ces dessins, il a créé tout un spectacle qui était très très bien foutu. Et on a eu d'ailleurs un très gros succès avec ça. Là aussi, j'ai fait, je crois, pendant 2 ans, trois théâtres parisiens, trois tournées, etc. Et j'ai même eu la joie à un moment j'en parlais encore avec des gens ce midi, d'avoir comme spectateur Jean-Paul Belmondo. Parce que Jean-Paul Belmondo engageait beaucoup Les comédiens de théâtre. Julien Guillaumard qui faisait le gros dans notre pièce de théâtre à la Gaîté Montparnasse. Et après le spectacle, Jean-Paul, qui était accompagné de Laura Antonelli, c'était pas mal, Laura Antonelli, qui était à l'époque où elle était superbe. Ouais, elle était magnifique. Qu'est-ce qu'elle était belle. Et on a été prendre un pot ensemble après le spectacle. Alors, c'était très très sympa. Bah, il nous en a parlé aussi hier de Jean-Paul Belmondo en disant que c'était rare de voir quelqu'un comme lui. Ah bah oui, Avec c'est sa gentillesse. un être exceptionnel, Ouais. et de talent, et de gentillesse, et de... Oui, Simplicité, tout ça. Voilà, c'était un type extraordinaire. Comme on pourrait comparer comme De Funès, quoi qu'on en dise, était un type adorable. De Funès. Et alors la réputation de Funès était encore au-delà de celle de Belmondo. Elle était planétaire. Ouais. Oui, parce qu'il avait un comique de gestuel et tout, qui faisait que quand il parle, ou quand il ne parle pas d'ailleurs, il fait rire quand même, et on comprend ce qu'il veut dire. Ouais. Donc c'était extraordinaire. On avait là des gens qui... je ne sais même pas s'ils n'ont jamais joué ensemble, je crois. Non, je ne crois pas. Je ne vois pas de film où on réunit Jean-Paul Belmondo et Louis de Funès. Moi, je l'avais vu dans une pièce de Funès, parce que mon petit copain de l'époque jouait. Et il se trouve qu'il a joué avec lui? Oui. Mais au théâtre ou au cinéma? Au théâtre du Palais Royal. Oui, mais à quelle pièce alors? C'est Oscar? Oscar. Ouais, Oscar. Et il était remplaçant du masseur, là. Ah, tu vois Mario David. De Mario, voilà, Mario exactement. Oui. Et donc, de temps en temps, il jouait quand il y avait quelque chose. Et puis un jour, il a eu une hépatite virale. Et il a été obligé de s'arrêter. Et De Funès lui a envoyé un petit mot, bon rétablissement. Il était très ému qu'il fasse attention, même aux remplaçants, quoi. Oui, parce que je ne sais même pas s'il n'y a pas une possibilité de se contaminer à l'hépatite virale. Je ne sais pas laquelle c'était. En tout cas, j'ai eu des amis qui en sont morts. À l'hépatite virale. Il y avait la B, la C, il y avait tout ça, je ne sais plus à l'époque, ça fait très longtemps. Il y en a qui sont plus dangereux que d'autres. C'était les années, je ne sais pas, 70. Et Jean-Paul Belmondo m'a refait l'amitié de venir, enfin c'était pas moi, là, c'était plus à Fanny Ardant. Quand j'ai joué il y a 4-5 ans avec Fanny Ardant, Croque-Monsieur à Hôtel de la Michaudière, et malgré son état qui était déjà un peu dégradé, et il est venu dans la loge et on a à nouveau discuté un petit peu ensemble. Moi-même, j'avais été le voir 2 fois. J'avais été le voir, je crois, dans Keane, ça j'en suis sûr. Oscar, tu l'avais vu? Non, parce qu'il a joué Oscar. Oui. Oui, mais non, moi le seul Oscar que j'ai... D'abord, je n'ai jamais vu Oscar au théâtre, j'ai vu que celui de Molinaro avec De Funès, justement. Et moi, je l'ai joué en province, à Lyon. Tu l'as joué? Oui, j'ai joué. C'était terrible parce que j'ai dû reprendre le rôle en 3-4 jours.
D'accord. le rôle Du principal. de M. Barnier, le rôle de Funès. Oui, oui. Et parce que la directrice du théâtre de la Tête d'Or de l'époque à Lyon, Jacqueline Boeuf, avait fait une série de 2-3 mois très intense avec Philippe Clay dans ce rôle. Et Philippe Clay, au moment de la tournée, elle lui a dit « Ah non, moi j'y vais pas, je pars pas en tournée ». Et elle m'a téléphoné en catastrophe. Vite, en 4 jours. Et en 3-4 jours, j'ai appris le rôle. texte. Ouais, c'était Justement, très dur. tu m'as dit qu'en ce moment, tu as 3 textes Dans la tête. Oui. Alors, il y a une que je jouais, j'ai joué encore au mois de mai à Longjumeau, mais que je joue depuis 5-6 ans d'une manière très éparpillée. C'est À vos souhaits de Pierre Chénaud. Qui est une superbe pièce, qui marche très très bien sur le public. Plus récemment, donc, j'ai joué tout cet été les Montagnes Russes avec Camille Hugues à Paris, et du coup, je la rejoue à l'occasion à droite à gauche. On va la jouer la semaine prochaine, là. Et on a commencé à jouer en tournée duo sur canapé avec Michel Guidoni, Caroline Munoz et Julia Dorval et d'autres, en tournée, donc à partir de janvier. Le 15 janvier, c'est la première, et puis février, mars, avril. Et comment tu fais alors? La veille Ah bah non, pas la veille. Quelques jours avant, je me replonge dans la pièce en question. Je la révise d'abord, moi, à fond, personnellement, pour être sûr de la savoir au couteau, et ensuite, par contre, on répète très peu, 1 ou 2 fois. Oui, voilà, on n'a pas le temps. Chacun travaille de son côté, hop, on arrive, c'est fait. Voilà. Oui, c'est ce qu'on va faire par rapport à la série dont je t'ai parlé. Alors c'est une série tournée à la manière de télévision, à la manière de la télévision. Donc c'est pas tout à fait pareil, on n'est pas obligé d'avoir un texte savoir au couteau, puis c'est par petits bouts. Voilà. C'est par scène, quoi. C'est par scène, alors c'est différent. Voilà. Moins compliqué. C'est sûr que c'est moins compliqué que le théâtre. Oui. Et alors ton film préféré de tout ce que tu as fait? De tout ce que j'ai fait. Alors, Truffaut? Non. Dernièrement, à la Cinémathèque, il y a eu la rétrospective des films de Jacques Rosier. Jacques Rosier reste une référence pour les cinéphiles, pour le métier, au niveau des réalisateurs. Par Adieu Philippines, qu'il a tourné en 1960, et qui a été un petit peu le film de référence pour la nouvelle vague. Godard, Truffaut et compagnie s'en sont inspirés. Et il y a eu cette rétrospective, et moi j'en ai fait 3 avec lui, alors j'ai fait du côté d'Orouette, quelques années après j'ai fait Maine Océan en 86, et après j'ai fait Nono Nénès, et puis j'ai fait Joséphine en tournée. Mais Maine Océan est celui que je préfère, même de tous mes films, parce que c'est un film qui est à la fois cinéphile, film, comme on dit, d'auteur, mais en même temps un film de divertissement. C'est-à-dire qu'on s'amuse, on rit, etc. Et c'est un film qui d'ailleurs a eu, à son époque, en 86, le prix Jean Vigo. Et moi j'ai eu dans un festival qui s'appelle le Festival de Vevey. Il faut savoir que Vevey, c'était la résidence de Charlie Chaplin sur toutes ces dernières années, enfin les 20 ou 30 dernières années. Et il y avait un festival de cinéma en son honneur. Et j'ai eu le prix d'interprétation pour ce film dans ce festival, ce qui fait que j'ai chez moi une petite canne de Charlie Chaplin en or. Ah, joli. Voilà, grande comme ça, mais je crois que c'est de l'or complet, que j'ai eu du mal à récupérer d'ailleurs, parce que c'est Jacques Rosier qui a été la chercher, et je n'étais pas disponible le jour où on devait me la remettre, et j'ai mis beaucoup de temps à la récupérer. Mais bon. Alors, elle est sur ta cheminée. Elle est en bonne place, oui. Il y a ça, et le disque d'or de Jolie Poupée. Ça, je sais, je voulais en venir justement à ta carrière de chanteur, parce que... c'est pas une carrière, là. Quand même, tu en as fait plein des disques. Oui, j'ai fait une dizaine de 45 tours et 3 albums,
Mais il y a vraiment qu'une chanson qui est très connue, c'est celle-là, Jolie poupée. Et puis après, il y a Qu'est-ce qu'il y a en haut, qu'est-ce qu'il y a en bas. C'est toi qui l'as écrite, Jolie poupée? Non, non, pas du tout. Non. Je suis qu'interprète. D'accord. C'est pour ça que je n'ai pas forcément gagné beaucoup d'argent dessus. Non. D'ailleurs, en interprète, on gagne peu. Mais les retombées ont été importantes. Ah oui, voilà. Tout le monde a vu ça, quoi. Ben, ça m'a permis d'aller d'abord la chanter partout, en France, Suisse et Belgique. Et puis en effet, c'est une raison de plus pour laquelle on me reconnaît dans la rue. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas un jour où j'entends pas je vais tomber dans mon dos. Tout le monde l'a vu, c'était vraiment partout. Ça le fait rire, lui. Oui, mais il faut savoir que j'ai été blacklisté dès le départ par Énergie. Énergie, le patron d'Énergie de l'époque, n'aimait pas cette chanson, donc l'avait interdite d'antenne à Énergie, et donc elle ne passera jamais, ni sur Rire et Chanson, ni sur Radio Nostalgie, qui sont des filiales d'Énergie. Bon, c'est pas grave, elle est passée partout ailleurs. C'est pas grave. Ça ne m'empêchera pas de mourir. Jolie poupée. Et tu as étudié la musique, toi? Ah oui. Un mathématicien qui a étudié la musique. Disons qu'à l'âge de 6-7 ans, on est 4 frères. Une famille très 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 modeste, puisque mon père était facteur, ma mère femme au foyer. Les 4 frères, on vivait dans un petit pavillon, mais très petit, à la Garenne-Colombe. On allait après l'école primaire. D'ailleurs, l'école primaire, c'était une école de filles. On allait dans une école de filles, on était 3-4 garçons dedans. Et après, on a été au lycée, moi, lycée Pasteur ou au collège Sainte-Croix-de-Neuilly. Mais il y avait un piano droit. Ma mère jouait du violoncelle, mon père du piston. Et il y avait un vieux piano droit dans le petit salon, mais qui prenait beaucoup de place, parce que le salon était trop petit. Et instinctivement, je ne sais pas pourquoi, vers 5-6 ans, c'est moi qui allais au piano, jouer et apprendre un petit peu. Alors quand mes parents ont vu ça, ma mère elle m'a fait prendre des cours. C'est bien. Et pendant de 7 à 13-14 ans, j'ai toujours suivi des cours de piano, solfège et compagnie. Donc j'étais arrivé à un assez bon niveau à 13-14 ans, mais j'ai arrêté à cause des études. Et qu'est-ce qu'ils ont dit quand tu as changé ton fusil d'épaule et que tu as dit je vais être artiste? Alors ça c'est très, très bizarre, mais disons que je passe un bac scientifique, bien sûr, et je présente les grandes écoles. J'ose présenter, j'allais dire, des écoles qui étaient trop fortes pour moi, puisqu'il y avait Polytechnique, les ponts, les mines, les Supélec, etc. Mais enfin, je les présente, je suis pas reçu, et je pars en faculté à Orsay pour faire 2 années de sciences physiques. Et puis, en fait, je présente en parallèle une école normale supérieure, une sous-normale sup, j'allais dire, qui s'appelait l'école normale supérieure de Fontenay, ou Cachan, je ne sais plus. Bon, et là, je suis reçu, parce que j'avais de l'avance à cause de Mathsup. Là, je suis reçu et je reçois mes papiers pour être élève-professeur, en attendant, qui me permettait de continuer la licence, voire l'agrégation, si j'en étais capable, tout en étant payé comme élève-professeur. C'est ce qu'on appelait les IPES à l'époque. Super, sauf que quand je reçois les papiers, j'avais quand même commencé à faire du théâtre à droite à gauche en amateur. Quand je vois les papiers, je vois que je dois 10 ans à l'État. Je dis, ça c'est pas possible, si je signe ça, je vais être bloqué 10 ans. Je vais pas pouvoir faire le théâtre et tout ça. Et donc, j'ai démissionné d'école immédiatement. C'était au mois de juin, dans la foulée. Je suis parti faire ce qu'on appelle à l'époque les 3 jours. C'était une préparatoire pour faire le service militaire. J'ai résilié mon sursis d'études, j'avais le droit à un sursis qui me permettait des études. Je suis parti faire mon service militaire, c'était en 1975, j'avais 20 ans. Et 15 mois après, je revenais du service militaire. J'y allais pour
pour m'en débarrasser. Parce qu'à l'époque, on ne trouvait pas de travail si on n'était pas libéré des obligations militaires. Oui, c'est bien. Et donc, 15 mois après, je suis revenu, j'ai suivi les cours de théâtre et j'ai commencé à faire plein de petits boulots pour gagner mon argent. Et puis à force d'insister, j'ai fini par faire ça. Et tes parents, ils ont dit quoi? Ah bah, ça a été une catastrophe quand j'ai démissionné. Oui, parce que la sécurité, c'est comme si je mettais en l'air mes études. Bien sûr. Et du jour au lendemain, ma mère a été plus compréhensive parce qu'elle me voyait bien et que ce qui m'intéressait plus, c'est d'aller faire du théâtre amateur, voire faire un peu de musique que de faire des études. Et puis, mon père était furieux. Et parce qu'en plus, il voulait que je rentre au PTT. Ah oui, t'étais l'aîné? Non, j'étais le troisième. Ah, oui. Et sur les 4, je suis le seul à avoir fait ça. Artiste. Je suis le seul artiste. Oui, et puis il n'y avait pas d'artiste dans la famille du tout. Non, pas vraiment. Enfin, ils étaient un peu artistes dans l'âme, mon père et ma mère, mais c'est tout. Dans l'âme. Dans l'âme, oui, mais je dis souvent le théâtre amateur, c'est une bonne façon, quand on est jeune, de commencer pour faire du théâtre. Tu as enseigné aussi? Alors j'ai enseigné pendant 2 ans. Alors j'ai été instituteur remplaçant. Quand je suis rentré du service militaire, là, il fallait absolument que je gagne ma vie. Mes parents ne pouvaient pas subvenir à mes besoins. Et donc j'ai été instituteur remplaçant, puis même professeur remplaçant. Et j'ai enseigné dans toutes les classes, depuis les cours préparatoires de 5-6 ans jusqu'à la terminale. Quoi, les maths? Oui. Alors j'enseignais dans le primaire toutes les matières. À partir de la 6e, ça commençait à être un petit peu plus ciblé, c'est-à-dire les maths scientifiques, voire un peu l'histoire ou la géographie. Et puis à partir du lycée, c'était que des maths. Voilà. Super. Et tu n'as pas enseigné l'art dramatique par la suite, jamais? J'ai eu un petit peu l'occasion, mais moi, ce qui ne m'intéresse pas du tout dans l'art dramatique d'enseigner, c'est d'organiser un cours, de chercher les élèves, de les retenir ou de ne pas les retenir, etc. Moi, je peux, je crois, et je le fais à volontiers, donner des conseils à des gens qui passent des scènes techniques sur la technique théâtrale, mais ça s'arrête là. Ouais. Bon. Et en ce moment, donc, les grands projets, à part les 3 pièces qui sont en cours? Ce que je voulais dire aussi, par exemple, par rapport au théâtre, c'est que quand j'ai suivi des cours, j'ai présenté le conservatoire de Paris, 2 fois. La 2e fois, il m'a manqué une voix pour l'avoir. Et mon prof de l'époque, Raymond Girard, m'a dit « Tu ne corresponds pas à ce que veulent le conservatoire », parce qu'à l'époque, le conservatoire, c'était pour alimenter la comédie française. C'était l'idée des professeurs. Donc il m'a dit tu ferais mieux de travailler que de chercher à jouer que de continuer à te présenter. Ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais j'ai eu ma revanche, car en 1995, Jacques Lassalle est venu me chercher et me faire entrer à la Comédie Française. Magnifique. Où j'ai été pensionnaire. Magnifique. Magnifique. Voilà. J'ai vu que tu t'es occupé de la DAMI aussi pendant très longtemps. Alors, j'ai été élu au conseil d'administration de la DAMI en 2002. Et depuis, j'ai été réélu à chaque fois, jusqu'à d'ailleurs l'année dernière, où j'ai démissionné. Parce que d'abord, j'arrive à un certain âge, donc je pense c'est bien qu'il y ait des gens plus jeunes. Et puis, je n'étais pas tout à fait d'accord avec certaines décisions de ce conseil. Et puis, ça m'a permis d'intégrer le conseil de surveillance. Donc, je suis toujours à la DAMI, mais au conseil de surveillance. Oui, c'est moins... C'est moins astreignant au niveau travail, au niveau présence et tout. Ça me va très bien. J'ai vu que tu as fait une biographie aussi. Alors, j'ai fait un livre. Ah oui, j'aurais dû l'apporter, j'ai pas pensé. Je vais le prendre sur Internet. Non, et tu ne pourras pas l'acheter sur Internet, à moins que ce soit des gens qui le revendent, car j'ai racheté tout. Il n'y en a plus. Non, c'est pas ça. T'as le stock. Oui, parce que l'édition a détruit trop tôt les trucs, et après, j'avais de la demande, donc ils ont été obligés de rééditer. Et je dis, là, vous ne détruisez pas ce que vous avez réédité,
vous inquiétez pas, je le rachète. Et j'ai tout racheté. Donc Et ils t'ont pas prévenu avant de détruire? Ben non, ça c'est pas bien, ça. Bah, non seulement c'est pas bien, mais c'est une grave erreur parce Ouais. que je les aurais Bien achetés. sûr, bien C'est sûr. tout. Bon, enfin, c'est pas grave. Non, parce que je suis très fier de ce livre. Le titre, c'est Encore, je ne vous dis pas C'est tout. ça, oui. Et ce qui est vrai, d'ailleurs, je ne peux pas tout dire en 240 pages. Mais en plus, il y a des très belles photos, des très belles illustrations. Et ça a été coécrit, enfin, quelqu'un m'a tenu la plume. C'est une fille qui s'appelle Carole Vrona. Elle est marquée au début du livre. Parce que à elle, j'ai fourni tous les éléments de cette biographie. Et elle l'a rédigée d'une façon brillante. C'est très facile à lire, c'est très agréable. Magnifique. Voilà. 240 pages. Oui, mais je crois que tous les gens qui l'ont lu et qui m'en ont parlé après m'ont dit qu'il y a des gens qui le lisent d'une seule traite d'ailleurs. Ah, mais ça ne m'étonne pas. Voilà. Maintenant, c'est parce que c'est très bien écrit, c'est pas de ma faute. C'est parce que c'est très bien écrit. T'es sûr que c'est pas parce qu'il y a des petits secrets vie Non, mais on a choisi au cours de la vie des anecdotes intéressantes, des épisodes, de vie intéressants. Soit qu'au début, c'est des épisodes familiaux, c'est des épisodes d'enfants, et puis après, c'est des épisodes plus professionnels. Mais oui, il y a de quoi faire. Et tu as 3 enfants, toi, c'est ça? J'ai 3 enfants. Des garçons et une fille? Non, 2 garçons et une fille. Ouais, voilà, c'est ça. Ils sont, à part la fille, je sais qu'elle La fille, elle était comédienne, elle l'est même toujours. Elle était très très bonne comédienne de théâtre. On a joué ensemble plusieurs fois. Mais elle ne supporte pas de passer des castings ou de pleurnicher pour avoir un rôle. Alors, elle a trouvé une occupation qui lui plaît à la télévision. C'est de participer à la conception des émissions, des questions-réponses, etc. Et elle est dans des jeux. Alors, le principal qu'elle fait, c'est avec Reichmann sur TF1, mais elle en fait d'autres sur la 2. Et ça lui plaît beaucoup. Ça lui plaît, ça lui donne une liberté de vie, parce qu'elle ne travaille pas tout le temps. Et puis, elle peut faire beaucoup de choses par télétravail. Ah, très bien. Ce qui lui convient très bien, parce qu'elle est très bonne là-dedans. Et ça fait que, avec la pandémie, ça arrange tout le monde. Et les garçons, alors, ils font quoi? Alors, l'aîné, il a fait des études brillantes. Il a fait même Centrale. Il était auditeur dans des restructurations d'entreprises. Mais il a fait aussi du burn-out. Et il y a une femme qui est brillante aussi. Ils ont fait 3 enfants qui sont bons comme tout. Et ils vivent différemment. Et voilà. Et ils vivent, comment j'allais dire, un peu en marge de la société. Par exemple, l'école, c'est eux qui la font. Ah, c'est très bien. C'est très bien, c'est courageux. C'est courageux. Là, en ce moment, ils sont dans leur habitation à Briançon. Et les enfants font du ski, d'assez haut niveau dans l'école de ski de Briançon, à Serre-Chevalier. Et puis l'été, ils sont en Espagne. D'accord. Voilà. Puis le dernier, il est plus commercial. Il travaille dans le commerce international. Ils parlent tous 4-5 langues. C'est-à-dire que ils parlent tous espagnol parce que ma femme est espagnole. C'est ça, oui. Et ils entendent tous parler espagnol dès le plus jeune âge. Ils ont commencé par ça. Le français, bien sûr, dans la foulée. Et dès qu'ils ont commencé à faire une langue vivante à l'école, je les ai mis en allemand première langue. Pas anglais? Non, pour 2 raisons. D'abord, comme il parlait déjà 2 langues couramment, et l'écrire couramment en français et espagnol, c'était plus facile pour eux de prendre une 3e langue. Et deuxièmement, les classes, à cette époque-là en tout cas, les classes d'allemand première langue étaient souvent un peu meilleures que les classes d'anglais. Et on a accompagné ça d'échanges avec des familles allemandes, mais des vrais échanges, c'est-à-dire que nous, on recevait un Allemand pendant 15 jours, 3 semaines, et eux, pareil, ils recevaient.
Et du coup, ça rendait la langue beaucoup moins rébarbative que s'il fallait simplement l'apprendre à l'école. Ah oui, mais c'est Les gens qui formidable. apprennent l'allemand qu'à l'école, ils ne parlent pas allemand. Mhm. Mais les gens qui sont, comment j'allais Oui, dire, oui, immergé. immergés dans des familles allemandes, là, ça se passe très très bien. Surtout que, comme je disais à mes enfants, je disais, les enfants d'aujourd'hui, et surtout même de 20, 30 ou 40 ans, allemands, ne sont absolument pas responsables des conneries d'Hitler et des nazis. Bien sûr. Voilà, donc il faut savoir Faire la part des voilà, choses. faire la ouais. part des choses et mettre ça de côté. Moi, j'ai déjà travaillé avec des Allemands et qui sont tout à fait conscients de ça. Voilà. Et ta femme, elle n'est pas du tout artiste? Alors ma femme, oh si, c'est une artiste dans son genre, c'est ça. mais elle est... Non, mais d'abord, elle aime bien s'occuper des enfants, donc ça, elle s'en est beaucoup occupée. Elle travaillait aussi dans une comment je vais dire, dans la relure. Ah oui, Elle était de Valencia. Mais un été, elle a accompagné sa mère pour aller travailler en France pendant l'été, comme ça se faisait beaucoup à une époque, dans l'hôtellerie. Et manque de peau, et elle a travaillé dans l'hôtel où toute l'équipe du Chaud Lapin était descendue. C'est là que tu l'as rencontré. C'est là que je l'ai rencontré. Et tu l'as plus quitté. Il y a eu des hauts et des bas, mais on est encore là, quoi. Bah écoute, hein, c'est magnifique. Puis se rencontrer sur un film dont le titre est Le Chaud Lapin, c'est pas courant. Voilà. Alors, écoute, il y a une question rituelle que je pose à tous les participants. C'est, avec ce que nous traversons là, quels seraient les conseils que tu pourrais donner aux gens pour qu'ils se sentent mieux et qu'ils puissent avancer plus sereinement? Ou comment tu as fait toi quand c'était des vagues, quand c'était le creux de la vague pour remonter? Ah, attends, tu parles pas de pandémie sanitaire, tu parles Je parle de l'état dépressif dans lequel sont beaucoup de gens. Mais à cause de tout ça, bien sûr. Parce que moi, un creux de vague, moi j'ai plutôt connu ça avant. Hein, quand on s'aperçoit que, je dirais pas que le téléphone ne sonne pas, mais quand on s'aperçoit qu'il n'y a rien qui se présente dans les mois qui arrivent, et quand on a créé une famille et qu'on a et qu'on a même, angoisse, ça, on s'est endetté et tout sur l'appartement et tout, on a connu des grandes angoisses. Psychologiquement, ma vie est un peu derrière moi, vu 50 ans, 60 ans de théâtre, de cinéma, de chansons, de musique, etc. Donc, j'en attends pas des miracles, moi, de la vie. Ce que j'essaye, c'est de vivre au mieux et avec un peu de joie, un peu de bonheur. Voilà. Et si possible, partager cette joie ou ce bonheur avec d'autres, avec du public. Alors là, c'est surtout le public de théâtre. Ah oui, qui apporte beaucoup de joie. Ça m'apporte beaucoup de plaisir. Donc c'est qu'ils cherchent leur joie. Je vis plutôt dans une inquiétude pour mes enfants, voire mes petits-enfants. Là, mes enfants qui ont plutôt dans la quarantaine, je m'inquiète moins, mais je m'inquiète plus sur qu'est-ce que ça va devenir tout ça pour les petits-enfants. Moi, j'ai vécu, je suis né à la sortie de la guerre, j'ai vécu une période toute ma vie sans la moindre guerre. J'ai jamais, même en ayant fait mon service militaire, j'ai jamais pointé mon fusil sur quelqu'un. Jamais eu l'occasion, et j'en suis bien heureux. Oui. Eh bien, oui. Je connais des gens qui ont fait la guerre d'Algérie. Henri Guibet me disait, lui, il avait dû faire la guerre d'Algérie. D'abord, ça durait beaucoup plus longtemps. Et ensuite, il a été dans le cas de figure où c'était ou lui ou l'autre. Oui, voilà, qui ont choisi, bien sûr. Alors là, ça laisse des traces, ça. Ça laisse des séquelles.
D'ailleurs, je pense qu'il n'était plus le même après. Alors, un conseil pour nos téléspectateurs et nos internautes, pour qu'ils trouvent cette joie, justement. Parce que toi, tu sais où la trouver, puisque tu nous l'as expliqué que c'était sur scène avec le public au théâtre. Ben, je pense que de toute façon, le plaisir de vivre passe par la possibilité de vivre sa passion, ou en tout cas ce qui nous touche le plus dans la vie, que ce soit artistique, professionnel ou même personnel, ou même des rapports avec les autres, ou avec sa famille, ou même avec les autres, de privilégier en effet son activité, son énergie sur des choses qui nous tiennent à cœur. Et si en plus de ça, ça peut rendre service, ça peut donner du bonheur à d'autres, c'est encore plus satisfaisant. Voilà. Ah, écoute, c'est super. Voilà. Je sais que tu as reçu la médaille du bien public, parce que j'étais là. Ah, j'ai trouvé une photo. Oui, j'ai une photo. Il y avait Hollande aussi. Oui, François Hollande. Et tu as dû en avoir plein, non? Non. Ils t'ont pas décoré? Non. Il avait été question des palmes. Les palmes académiques. Ou des arts et lettres, je ne sais pas quoi. Oui. Mais il fallait le demander. Ah non, mais on ne demande pas ces trucs-là. C'est même pas la peine. Demande pas. Ah ben si. Pareil, il faut le demander. Toi-même? Oui, ou c'est quelqu'un qui... Non. Non, il faut le demander. Parce qu'ils veulent s'assurer que tu ne vas pas dire non. D'accord. Que tu ne vas pas, au moment de la remettre, non, j'en veux pas. Alors, vous n'en voulez pas, vous l'avez demandé. Vous ne pouvez pas dire que vous n'en voulez pas. Je crois même que la Légion d'honneur, je crois qu'il faut la demander. Ah bon? Je ne saurais pas dire. Te dire. Mais donc, ça, je m'en fous. Bah oui, je sais bien. Je m'en fous, mais complètement. Ah, mais le bien public, c'est quand même quelque chose. Ça sonne. Voilà, ça sonne. Bien public, ça veut dire qu'on a envie de faire du bien. De faire du bien aux autres, on a envie d'être utile, on a envie. Voilà. Et dans mon cas, si possible, d'apporter du bonheur, mais du bonheur d'abord dans le rire et éventuellement dans l'émotion en plus. Bravo. De rien. Merci à toi, c'était super. J'espère que... Tu reviens quand tu veux. Vois, je continue mon chemin, car c'est le mien, même si c'est pas le tien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ma vie, je l'ai choisi. Toi, tu viendras sur mon chemin, qui est le tien, même si tu n'en sais rien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ta vie, tu l'as choisi aussi. Je fuis et toi tu plies, je dis et toi tu suis, je sens ma fontaine chanter en moi. Je ris et toi tu dis, je vis, tu me souris, je sens le bonheur danser en toi. Vois, je continue mon chemin, car c'est le mien, même si c'est pas le tien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ma vie, je l'ai choisi. Toi, te voilà sur mon chemin, qui est le tien, même si tu n'en sais rien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ta vie, tu l'as choisi aussi. Je fuis et toi tu plies, je dis et toi tu suis, je sens ma fontaine chanter en moi. Je ris et toi tu dis,
Je vis, tu me souris, je sens le bonheur danser en toi. Toi te voilà sur mon chemin, qui est le tien, même si tu n'en sais rien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ta vie, tu l'as choisi.